L'Angleterre d'Élisabeth n'a pas l'odeur des livres. Elle sent la laine mouillée, la fumée de tourbe, le goudron chaud qu'on étale au pinceau sur les bordages, et la bière tiède qu'on boit debout, dans des tavernes où les cartes marines se froissent entre des doigts tachés d'encre. Dans les rues de Londres, les charrettes grincent, les cloches appellent, les rumeurs courent plus vite que les chevaux, et sur la Tamise, au ras de l'eau grise, les mâts forment une forêt de bois et de cordages, une forêt qui promet tout à la fois. Le Pissacatinsi, commerce, la guerre, la fortune, la disparition. C'est un monde où la mer n'est pas un décor. C'est une industrie, une arme, une loterie. Et pour certains, une scène. Thomas Cavendish naît en 1560 dans le Suffolk, à Trimley-Saint-Martin, dans une famille de gentilshommes, gentilhomme. Le mot a du velours, mais il a aussi des dents. Cela signifie qu'on n'est pas paysan, qu'on a un nom, des terres, des obligations, une place dans la hiérarchie. Cela signifie aussi qu'on peut tomber de haut, très haut, parce que le rang coûte cher. Il faut tenir maison, paraître, entretenir des relations, payer des dettes, acheter des vêtements qui disent au monde « je suis quelqu'un ». Dans l'Angleterre élisabéthaine, l'apparence est une monnaie, et la monnaie justement manque souvent. Le père de Thomas meurt alors qu'il est encore jeune. L'héritage existe, mais il n'est pas un coffre sans fond. Le jeune Cavendish grandit avec cette double certitude. Il est né pour mieux que la médiocrité et il n'a pas le temps d'attendre que la vie lui donne ce qu'il estime lui être dû. Le temps, chez lui, n'est pas une patience. C'est une impatience, une brûlure. On imagine facilement le garçon dans les couloirs d'une demeure de campagne, entre les odeurs de cire et de linge, entendant parler de la cour comme d'un autre univers. La cour d'Élisabeth, c'est le théâtre le plus cher d'Europe. Des étoffes, des bijoux, des intrigues politiques, des sourires qui valent des fortunes. On y gagne des charges, des monopoles, des faveurs. On y perd sa réputation, parfois sa tête. Et pour un jeune gentilhomme sans immense fortune, la cour est à la fois une promesse et un piège. On peut y briller, mais il faut payer pour briller. Cavendish monte à Londres. Il fréquente ce monde où les mots honneur et profit se prononcent dans la même phrase sans que personne ne tousse. Il dépense, il vit comme s'il était déjà arrivé, il se taille une silhouette de personnage, vêtements, entourage, manières. Il veut être vu, et il veut être pris au sérieux. Mais l'Angleterre de ces années-là n'est pas seulement une société de rubans et de révérences, c'est une puissance maritime en train de se fabriquer. Une puissance qui regarde l'Espagne comme on regarde un coffre-fort ambulant. Depuis des décennies, l'Espagne tient les routes les plus riches, l'argent du Nouveau Monde, les convois, les ports fortifiés, les cartes jalousement gardées. Le Pacifique espagnol est presque un lac privé. Les galions, lourds et hauts sur l'eau, transportent des cargaisons qui font tourner la tête. Argent, soie, épices, porcelaine, et, cette chose plus précieuse encore que les marchandises, l'information, les routes, les vents, les escales, les habitudes. L'Angleterre, elle, n'a pas cet empire. Elle a autre chose, des marins, des chantiers, des investisseurs, et une reine qui sait jouer sur la frontière entre la guerre ouverte et la guerre niée. On ne dit pas toujours guerre. On dit course. On dit lettre de marque. On dit représailles. On dit entreprise. Le vocabulaire est un camouflage, mais le résultat est le même. Des navires anglais attaquent des navires espagnols, pillent des ports, capturent des cargaisons et reviennent avec des cales pleines et des récits qui font rêver. En 1545, la rivalité anglo-espagnole bascule. La guerre anglo-espagnole commence officiellement. Ce n'est plus seulement une suite d'escarmouches et de provocations. C'est un cadre, une légalité, une permission. Et pour un homme comme Cavendish, c'est une ouverture de marché. Il y a un modèle qui hante tous les esprits. Francis Drake. Drake, le marin devenu légende, l'homme qui a fait le tour du monde, qui a frappé l'Espagne là où elle se croyait intouchable, qui a ramené un butin énorme et une gloire encore plus grande. Drake, c'est la preuve vivante qu'un Anglais peut entrer dans le Pacifique, survivre, frapper, revenir et être célébré. Drake, c'est aussi une méthode. Vitesse, audace, renseignement et une brutalité assumée quand il le faut. Cavendish regarde Drake comme on regarde une porte déjà ouverte. Il ne s'agit pas d'inventer l'idée, il s'agit de la reproduire, plus vite, plus proprement, avec plus de panache, et surtout avec un bénéfice clair, car la circumnavigation dans ce monde n'est pas un voyage philosophique, c'est une opération. Une opération où l'on mise des navires, des hommes, des vivres, des armes, et où l'on espère revenir avec de quoi rembourser, enrichir, et acheter une place plus haute dans la société. Le tour du monde est un cercle, oui, mais c'est aussi un compte d'exploitation. Pour monter une expédition, il faut de l'argent. Beaucoup. Il faut acheter ou armer des navires,
payer des équipages, stocker des vivres pour des mois, des barils de bière, des biscuits de mer dure comme de la pierre, du bœuf salé, des pois secs, du fromage, du vinaigre, des médicaments rudimentaires, des outils, des pièces de rechange, des voiles, des cordages. Il faut des canons, de la poudre, des boulets, des arquebuses, des pics. Il faut des charpentiers, des calfats, des voiliers. Il faut des pilotes capables de lire une côte inconnue, de sentir un courant, de deviner un récif à la couleur de l'eau, et il faut recruter des hommes qui acceptent de disparaître pendant des années, sans garantie de retour, avec la perspective très réelle de mourir de maladie, de faim, de froid ou d'un coup de canon. Pourquoi acceptent-ils? Parce que la mer est l'un des rares endroits où un homme peut changer de condition en un seul voyage? Un matelot peut revenir avec une part de prise qui lui permet d'acheter une maison où il peut ne jamais revenir? La mer ne promet rien. Elle propose. Cavendish, lui, a un avantage. Il est gentilhomme. Cela ouvre des portes. Les investisseurs, les marchands, les hommes de cour regardent différemment un projet porté par un nom respectable. Un gentilhomme peut obtenir des soutiens, des autorisations, des protections. Il peut aussi imposer une discipline plus facilement, du moins en théorie, parce que son rang lui donne une autorité naturelle dans une société obsédée par la hiérarchie, mais ce rang est une lame à double tranchant. Un gentilhomme doit se comporter comme tel. Il doit commander, pas seulement naviguer, il doit tenir son monde. Il doit être à la fois capitaine, juge, comptable, diplomate et parfois bourreau. Et il doit le faire dans un espace clos, un navire, où la promiscuité rend chaque tension explosive. Les navires de l'époque sont des machines vivantes. Ils craquent, ils suintent, ils sentent le sel, la sueur, le bois humide. Les hommes dorment serrés, mangent serrés, travaillent serrés. Les rats courent, les poux s'installent, les blessures s'infectent. Le scorbut guette, ce mal invisible qui fait saigner les gencives, tomber les dents, gonfler les jambes, et qui transforme un équipage en troupe de fantômes. On ne comprend pas encore vraiment que ce sont les vitamines qui manquent. On tâtonne avec des agrumes quand on en a, avec des herbes, avec du vinaigre, avec des prières. Dans ce monde-là, l'autorité n'est pas un concept abstrait, c'est une nécessité physique. Si le capitaine hésite, si les ordres se contredisent, si la discipline se relâche, le navire devient une foule flottante. Et une foule flottante, au milieu de l'Atlantique, meurt. Cavendish se forge une réputation de chef énergique, ambitieux, parfois dur. Il n'est pas un marin né dans la cale. Il est un homme qui veut diriger la mer comme on dirige une entreprise. Il veut des résultats. Il veut que ça aille vite. Il veut que les hommes sentent qu'il sait où il va, même quand personne ne peut en être sûr. Il y a aussi, dans l'Angleterre de ces années, une culture de la prise qui ressemble à une fièvre. Les récits circulent. Tel capitaine a capturé un navire chargé de sucre. Tel autre a pris une ville côtière et en a tiré rançon. Tel autre encore a intercepté un convoi et a ramené des coffres. Les tavernes de Plymouth, de Dartmouth, de Londres sont pleines de ces histoires. On y parle de vent comme d'alliés, de courants comme de pièges, de ports espagnols comme de proies. On y parle aussi de la justice divine, parce qu'il faut bien habiller la violence d'un manteau moral. L'Espagne est catholique, l'Angleterre, protestante. La guerre devient presque une croisade inversée. On pile et on se persuade qu'on punit. Dans ce climat, Cavendish n'est pas un marginal. Il est un produit de son époque, un homme qui comprend que la gloire et l'argent peuvent se gagner sur la même route, à condition d'avoir l'audace de la prendre. Il se met donc à préparer son expédition. Les détails comptent. Choisir les navires, c'est choisir son destin. Trop gros, et on est lent, on consomme trop, on devient une cible. Trop petit, et on ne porte pas assez de vivres, pas assez d'hommes, pas assez de canons pour intimider ou combattre. Il faut un équilibre, vitesse et puissance. Il faut aussi penser à la réparation. Un navire doit pouvoir être rafistolé loin de tout chantier, avec ce qu'on a sous la main, du bois pris à terre, des clous récupérés, des voiles recousues. Les noms des navires, dans ces expéditions, ne sont pas des détails poétiques, ils sont des déclarations. Ils disent ce qu'on veut être, ils disent ce qu'on veut que les autres croient. Cavendish veut que son entreprise ait l'allure d'une mission, pas d'une simple razzia. Il veut que l'Angleterre voie en lui un Drake possible, il veut que l'Espagne voie en lui un danger, et il faut recruter. Recruter, c'est promettre. Promettre des parts de butin, promettre des aventures, promettre des terres lointaines. Mais recruter, c'est aussi trier. Un équipage, ce n'est pas une foule, c'est une mécanique. Il faut des marins expérimentés, des hommes qui savent carguer une voile dans une tempête, qui savent tenir la barre quand les vagues frappent comme des murs. Il faut des canonniers qui savent charger vite, viser, ne pas paniquer.
Il faut des charpentiers capables de colmater une voie d'eau avec des moyens dérisoires. Il faut des chirurgiens barbiers, ces hommes qui coupent, cautérisent, saignent et qui parfois sauvent. Et puis il y a les officiers, les lieutenants, les maîtres d'équipage, les pilotes. Ceux qui, en cas de faiblesse du capitaine, peuvent devenir des centres de gravité alternatifs. Un capitaine intelligent choisit des hommes compétents, un capitaine prudent choisit aussi des hommes loyaux. Les deux qualités ne vont pas toujours ensemble. Cavendish, en tant que gentilhomme, attire des hommes qui veulent servir sous un commandement respectable, mais il attire aussi des hommes qui veulent profiter de son ambition, parce qu'un chef pressé est un chef qui prend des risques, et les risques, en mer, peuvent se transformer en opportunités ou en catastrophes. L'Angleterre, pendant ce temps, vit dans une tension permanente. Les Espagnols ne sont pas un fantôme lointain, ils sont une menace concrète. On parle d'invasion, on parle de l'armada qui se prépare, même si elle n'a pas encore pris la mer. On renforce les défenses, on arme des navires, on surveille les côtes. Dans les ports, on voit des canons, des stocks de poudre, des hommes qui s'entraînent. La mer autour de l'île devient une frontière nerveuse. Et pourtant, c'est précisément cette tension qui rend la course plus acceptable. Quand on se sent menacé, on pardonne plus facilement les actes agressifs. On les appelle prévention, on les appelle défense, on les appelle nécessité. Cavendish se place dans cette logique. Son expédition n'est pas seulement une aventure privée, elle s'inscrit dans une guerre plus large, elle peut être présentée comme un coup porté à l'ennemi, et si, au passage, elle enrichit ses participants, tant mieux. Dans l'Angleterre élisabéthaine, la morale et le profit savent cohabiter. Il y a aussi un élément de spectacle. Les grands voyages sont des événements médiatiques avant l'heure. On raconte, on imprime, on chante. Les récits de Drake ont circulé, on nourrit l'imaginaire national. Un tour du monde, c'est une histoire qu'on peut vendre. C'est une histoire qui donne à l'Angleterre une stature, une île qui ose défier un empire. Cavendish veut être ce récit, il veut que son nom soit prononcé dans les mêmes phrases que Drake. Il veut que les gens se souviennent de lui, non pas comme d'un gentilhomme qui a dilapidé son héritage, mais comme d'un homme qui a pris sa fortune à l'ennemi, et il y a derrière tout cela une obsession géographique, le détroit de Magellan. Un passage étroit, froid, brumeux, au bout de l'Amérique du Sud, une cicatrice entre deux océans. Un endroit où les vents changent d'humeur en une heure, où les courants vous tirent comme des mains invisibles, où les montagnes semblent vous regarder. Le détroit, c'est la porte vers le Pacifique, la porte vers les routes espagnoles, la porte vers les galions. Mais le détroit, c'est aussi un piège. Les cartes sont incomplètes, les descriptions sont vagues, les distances trompent, les mouillages sûrs sont rares. Les tempêtes peuvent vous clouer sur place, vous faire dériver, vous briser sur des rochers, et surtout le détroit obéit aux saisons. Il y a des fenêtres, des moments où l'on peut tenter le passage, des moments où l'on ne devrait pas. La mer ici n'est pas seulement un espace, c'est un calendrier. Cavendish, dans sa préparation, doit donc penser comme un logisticien. Il doit partir à temps. Il doit descendre l'Atlantique, faire des escales, se ravitailler, réparer et arriver au sud au bon moment. Trop tôt et il risque de perdre du temps, de consommer ses vivres. Trop tard et il risque de se faire enfermer par l'hiver austral, par les tempêtes, par le froid qui casse les hommes et les navires. Cette contrainte du temps est une chaîne invisible. On peut être courageux, on peut être violent, on peut être brillant, mais on ne négocie pas avec les saisons. Dans les ports anglais, on charge les barils, on empile les biscuits, on range la poudre dans des endroits secs, on vérifie les mèches, on compte les boulets. On embarque des haches, des scies, des clous. On embarque des objets de troc, des tissus, des perles, des couteaux, tout ce qui peut servir à obtenir de la nourriture ou des informations dans des escales incertaines. On embarque aussi des livres de navigation, des instruments, boussoles, astrolabes, peut-être des bâtons de Jacob, ces outils qui permettent d'estimer la latitude en mesurant la hauteur du soleil ou des étoiles. La longitude, elle, reste un problème insoluble à l'époque. On la devine, on l'estime, on se trompe. On navigue dans une approximation permanente, et dans cette approximation, l'orgueil peut être mortel, parce que croire qu'on sait exactement où l'on est, c'est parfois la meilleure façon de se fracasser sur une côte. Cavendish pourtant avance. Il a cette énergie des hommes qui ne supportent pas l'attente. Il veut appareiller. Il veut que les voiles se gonflent. Il veut que la côte anglaise recule. Il veut entrer dans l'histoire par la porte la plus rapide, celle du risque. Le 21 juillet 1986, il quitte Plymouth. Plymouth, c'est un port qui connaît la guerre de course comme une seconde langue. On y voit des navires revenir abîmés, des hommes boiter, des cargaisons être vendus à la hâte.
des disputes éclatées sur le partage des prises. On y voit aussi des départs qui ressemblent à des funérailles anticipées, des femmes sur le quai, des enfants, des regards qui essaient de ne pas pleurer, parce qu'on sait que la mer prend. Le départ dans ces expéditions n'est pas un moment romantique, c'est un moment de bascule. On quitte le monde des lois ordinaires. On entre dans un monde où la faim décide, où la maladie décide, où la violence décide. Un monde où l'on peut devenir riche en une journée et mourir le lendemain. Cavendish part avec l'assurance de ceux qui ont tout misé. Il n'est pas un explorateur au sens pur. Il n'est pas un scientifique. Il est un chef d'entreprise armé, un entrepreneur de prise mais avec le vernis du gentilhomme. Il veut que son nom soit associé à la grandeur, mais il sait que la grandeur dans son cas se mesurera en cargaison capturée, et déjà dans ce départ on peut sentir la contradiction qui le travaille. D'un côté, il veut la reconnaissance, la place dans la mémoire nationale, la proximité symbolique avec Drake. De l'autre, il veut l'efficacité, la vitesse, le profit. La gloire demande parfois de la patience, de la prudence, de la construction lente. Le profit, lui, récompense souvent l'audace immédiate. Cavendish penche vers l'immédiat. Sur le pont, les hommes s'activent, les cordages grincent, les voiles claquent, les ordres fusent. Le bois vibre sous les pas, le sel commence à se déposer sur les lèvres, et l'Angleterre, derrière, devient une ligne basse, une promesse de retour qui, pour beaucoup, restera une promesse non tenue. Dans les jours qui suivent, la routine de mer s'installe, cette routine qui n'a rien de paisible. On pompe l'eau qui s'infiltre, on répare ce qui casse, on surveille les voiles, on compte les rations, on dort par tranches, on vit dans un balancement constant. Les hommes apprennent à se connaître, à se détester, à se supporter. Les hiérarchies se durcissent, les punitions existent, parce qu'un navire sans discipline est un navire perdu. On peut être fouetté, mis au fer, privé de ration. La justice du bord est rapide, elle doit l'être. Cavendish, en tant que commandant, doit imposer sa présence. Il doit être vu, il doit être entendu, il doit donner l'impression que tout est sous contrôle, même quand la mer rappelle que rien ne l'est. Il doit aussi gérer les attentes, parce que chaque homme à bord a une image du voyage. Certains rêvent d'or, d'autres de vengeance contre l'Espagne, d'autres simplement d'un salaire. Si ces attentes se fissurent trop tôt, la mutinerie devient une possibilité, et la mutinerie en mer n'est pas une dispute, c'est une condamnation. Ce qui rend l'entreprise de Cavendish fascinante dès le départ, c'est qu'elle repose sur une équation fragile. Il faut être assez audacieux pour entrer dans les routes espagnoles, mais assez prudent pour ne pas perdre ses navires avant d'y arriver. Il faut être assez dur pour maintenir l'ordre, mais assez juste pour ne pas transformer l'équipage en ennemi. Il faut être assez rapide pour profiter des saisons, mais assez méthodique pour ne pas se tromper de calendrier. Et au-dessus de tout cela plane le détroit comme promesse, le détroit comme menace, le détroit comme ligne de partage entre un voyage qui devient légende et un voyage qui devient tombe. Dans les tavernes anglaises, on parlera plus tard de ce départ comme d'un geste héroïque, mais sur le pont, au moment où Plymouth disparaît, ce n'est pas l'héroïsme qui domine. C'est la sensation brute d'avoir coupé les amarres avec le monde connu et d'avoir mis sa vie littéralement dans les mains d'un homme de 26 ans, élégant, ambitieux, pressé, un gentilhomme qui veut forcer la mer à lui donner ce que la terre lui refuse. Le vent gonfle les voiles, les cordages se tendent, la coque prend son rythme, et l'horizon, cette ligne fragile, commence à jouer son rôle préféré, mentir avec beauté, parce qu'il promet l'or espagnol, la gloire anglaise, la revanche protestante, la fortune personnelle, sans jamais dire le prix exact. Le prix, lui, se paiera plus tard. D'abord, il faut descendre vers le sud. D'abord, il faut tenir les hommes. D'abord, il faut survivre à l'Atlantique. Et surtout, il faut arriver au détroit au bon moment, avant que la saison ne se referme comme une porte qu'on claque. Cavendish a quitté l'Angleterre avec une idée simple, presque brutale. Refaire ce que Drake a fait, mais à sa manière. Plus jeune, plus flamboyant, plus rentable. Il ne sait pas encore que ce qui l'a poussé à partir, cette impatience, cette certitude d'être destiné à gagner vite, est aussi ce qui un jour pourrait le détruire. Pour l'instant, il n'y a que la mer. Et le détroit quelque part au bout du monde qui attend comme un juge silencieux. L'Atlantique, au début, a cette manière perfide de se faire passer pour un allié, une houle régulière, un vent qui pousse, des journées où le ciel semble lavé à grande eau, et la côte d'Angleterre qui s'efface sans drame, comme si le monde connu acceptait de vous laisser partir. On se surprend presque à croire que la mer est une route large, une route docile. Puis viennent les détails qui rappellent la vérité, le sel qui ronge les lèvres jusqu'à les fendre, le goudron qui colle aux doigts quand on touche un cordage,
L'odeur de cale, mélange de bois humides, de graisse rance, de bière qui tourne, de sueur enfermée, les biscuits de mer, ces plaques de farine cuites 2 fois, si dures qu'on les casse au couteau, et qui, quand on les trempe, révèlent parfois des points noirs, les charançons. On les mange quand même. On apprend vite à ne pas regarder. Cavendish a quitté Plymouth avec une petite escadre, pas une armada. 3 navires, et chacun a son caractère, comme des chiens de chasse différents. Le Desire, son vaisseau amiral, autour de 120 tonnes, assez grand pour porter des canons et des vivres, assez léger pour courir. Le Content, plus petit, nerveux, et le Hugh Gallant, une pinasse, un auxiliaire, utile pour les reconnaissances, pour les approches de côte, pour aller chercher de l'eau douce là où un gros navire n'ose pas s'aventurer. Ce n'est pas un détail technique, c'est une philosophie. Cavendish veut de la vitesse. Il veut pouvoir frapper et disparaître. Il veut être un prédateur, pas un colon. À bord, la vie se règle au sable du sablier, l'écart, les cris, les gestes répétés jusqu'à l'automatisme. Cargué, border, choqué, amené. Les mains se couvrent de crevasses, les ongles noircissent, les épaules se durcissent. La mer fabrique des corps utiles et elle jette les autres. Le capitaine, lui, doit fabriquer autre chose, une obéissance. Pas une obéissance abstraite, mais une obéissance qui tient quand la pluie vous fouette le visage, quand la nuit est si noire qu'on ne distingue plus la mer du ciel, quand un homme tombe du gréement et qu'on entend juste un cri, puis un bruit sourd, puis plus rien. Dans ces moments-là, l'autorité n'est pas un titre, c'est une voix qui ne tremble pas. Cavendish sait se montrer. Il a le sens du théâtre, mais un théâtre utile. Il apparaît sur le pont quand il faut. Il parle quand il faut. Il distribue des promesses comme on distribue des rations, avec parcimonie, mais assez pour que les hommes continuent à mâcher l'espoir. Il est jeune, 26 ans, et cela peut être une faiblesse. Alors il compense, par la dureté, par la décision rapide, par cette manière de faire comprendre que le navire n'est pas une démocratie flottante. La descente vers le sud n'est pas une ligne droite. C'est une négociation permanente avec le vent. On cherche les alizés, ces souffles réguliers qui, une fois trouvés, vous portent comme une main invisible. On évite les calmes plats, ces zones où la mer devient un miroir et où le navire sans vent se transforme en prison. Sans vent, on consomme les vivres. Sans vent, l'eau croupit. Sans vent, les hommes se regardent trop. Et quand les hommes se regardent trop, ils finissent par se haïr. Il y a aussi la question de la maladie, toujours là comme une dette qui s'accumule, la dysenterie qui vous vide, les fièvres, les plaies qui s'infectent. Le scorbut, encore discret au début, mais déjà prêt à s'installer dès que les légumes frais disparaissent. On ne parle pas de vitamines, on parle de corruption du sang, de mauvais air, de humeur. On saigne parfois les malades, on les purge, on prie et on continue. La première grande escale, c'est souvent l'Afrique de l'Ouest, les îles du Cap-Vert, ou des points de ravitaillement où l'on peut prendre de l'eau, du bois, parfois des animaux vivants qu'on embarque pour les abattre plus tard. Les marins aiment ces moments parce qu'ils remettent les pieds sur une terre ferme, même si cette terre est étrangère, même si elle est hostile. La terre ferme, c'est déjà un luxe, mais ces escales sont aussi dangereuses. On peut y attraper des maladies nouvelles, on peut y perdre du temps, on peut y provoquer un conflit inutile, et le temps, pour Cavendish, est une obsession. Le calendrier du détroit de Magellan n'attend pas. Il y a, dans cette descente, une tension qui ne se dit pas à voix haute, parce que l'expédition n'est pas seulement une navigation, c'est une opération de guerre. L'Angleterre et l'Espagne sont officiellement en conflit depuis 1585. Cela donne un cadre, une justification, une sorte de permission morale et juridique, mais sur l'eau, loin des tribunaux et des proclamations, la guerre se résume à une chose, qui a le canon le plus près, la poudre là, plus sèche, l'équipage le plus discipliné, et Cavendish, très tôt, commence à agir comme un homme qui ne veut pas seulement passer, il veut prendre, il veut que le voyage se finance lui-même, qu'il se nourrisse de ses propres morsures. Alors, dès que l'occasion se présente, il attaque des navires isolés, des petites prises, des proies qui ne sont pas des trésors, mais qui apportent quelque chose de précieux, des vivres, des voiles, des cordages, des informations. L'information surtout. Où passent les Espagnols? Quels ports sont gardés? Quels navires sont attendus? Qui a vu quoi? La côte du Brésil, puis plus au sud, l'Amérique portugaise et espagnole, ce sont des mondes de chaleur humide, de forêts qui semblent avaler la lumière, de rivières larges comme des mers. Les Européens y sont des intrus. Ils y débarquent avec des armes, des tissus, des miroirs, des clous, et ils cherchent à échanger, à acheter, à voler, selon l'humeur et la résistance. Les relations avec les populations locales varient, et elles sont rarement simples. On peut être accueilli,
On peut être attaqué, on peut être trompé. On peut tromper. La mer déjà est un mensonge, la terre ne vaut pas mieux. À mesure qu'on descend, l'air change. La chaleur se retire, le vent devient plus dur, les nuits se refroidissent, les hommes qui avaient transpiré sous les tropiques commencent à grelotter, les vêtements déjà usés deviennent des chiffons. On dort dans l'humidité, on se réveille dans l'humidité. Le bois du navire boit l'eau et la recrache en gouttes, tout est mouillé, même la poudre si on n'y prend pas garde. Et une poudre mouillée, c'est un canon inutile. Un canon inutile, c'est une mort en attente. Cavendish doit aussi gérer la psychologie de l'équipage. Au début, l'enthousiasme porte, puis vient la monotonie, puis vient la fatigue. Et la fatigue, en mer, n'est pas seulement physique, c'est une fatigue de l'âme. On ne voit rien d'autre que l'eau. On ne sent rien d'autre que le sel. On entend le même grincement de cordage, le même claquement de voile, le même juron. Les hommes commencent à compter les jours, puis ils arrêtent, parce que compter rend fou. Alors on se raccroche à des signes. Une prise, même petite, devient une fête. Un tonneau de vin capturé, un sac de farine, quelques poissons frais, et soudain le navire respire. On rit, on chante, on oublie. Cavendish comprend cela. Il sait que la prédation n'est pas seulement un moyen de s'enrichir, c'est un moyen de tenir les hommes. Un équipage qui voit du butin croit au voyage. Un équipage qui ne voit que des rations qui diminuent commence à douter. Mais la prédation a un prix. Chaque attaque est un risque. Un navire espagnol peut être plus armé qu'il n'en a l'air. Un port peut avoir des canons cachés. Une escarmouche peut se transformer en bataille, et une bataille, même gagnée, coûte des hommes, des voiles, du gréement. Or, pour passer le détroit, il faut un navire en état. Le détroit ne pardonne pas les faiblesses. Le sud de l'Amérique du Sud, c'est un autre monde. La Patagonie, dans l'imaginaire européen, est une terre de géants et de monstres, une terre de froid et de vent. La réalité est moins fantastique et plus cruelle. Des plaines battues par des rafales, des côtes découpées, des mouillages incertains, une mer qui change d'humeur sans prévenir. Les jours raccourcissent, le ciel se charge, la pluie devient une habitude. Et le vent est partout. Il siffle dans les haubans comme une flûte mauvaise. Il arrache les mots de la bouche. C'est là que la fenêtre saisonnière devient une obsession concrète. Le détroit de Magellan n'est pas un simple passage sur une carte. C'est un labyrinthe de canaux, de baies, d'îles, de courants, un endroit où l'on peut être bloqué des semaines par des vents contraires, un endroit où l'on peut perdre un navire sur un rocher qu'on n'a pas vu dans la brume, un endroit où l'on peut mourir de froid, de faim, de désespoir, sans avoir vu un seul Espagnol. Et pourtant, c'est la porte vers le Pacifique, la porte vers le lac espagnol, la porte vers les galions. Quand Cavendish approche de l'entrée du détroit, il n'approche pas seulement d'un lieu, il approche d'un test, un test de navigation, de discipline, de patience, et la patience n'est pas sa vertu naturelle. Les cartes qu'il a, si tant est qu'on puisse appeler cela des cartes, sont des assemblages de récits, de relevés incomplets, de lignes approximatives. On sait que Magellan est passé par là, des décennies plus tôt. On sait que Drake y est passé. Mais chaque passage est différent, parce que le détroit est vivant. Les vents changent, les bancs de sable bougent, la brume efface les repères, et la boussole, dans ses latitudes, peut se comporter de manière capricieuse. On navigue avec des instruments, oui, mais on navigue surtout avec des yeux, des nerfs, et une expérience qui ne s'apprend pas dans les livres. Le premier contact avec le détroit, c'est souvent la brume, une brume épaisse qui avale les distances. On entend les oiseaux avant de les voir. On sent l'odeur de la terre, une odeur de végétation humide, de tourbe, de bois froid. Les montagnes apparaissent, puis disparaissent. Les côtes se rapprochent. La mer, qui était un espace ouvert, devient un couloir, et dans un couloir, chaque erreur se paye plus vite. Les navires avancent lentement, à la voile quand le vent le permet, à l'ancre quand il faut attendre, parfois en remorquant avec des chaloupes, en tirant sur des cordages depuis la rive. Travail épuisant. Les hommes, déjà fatigués par des mois de mer, doivent maintenant devenir des bêtes de somme. Ils pataugent dans l'eau glacée, ils tirent, ils jurent, ils glissent sur des pierres, ils se blessent. Et le froid, ce froid humide, s'infiltre dans les eaux. Cavendish doit décider où mouiller, quand avancer, quand attendre. Attendre est parfois la décision la plus sage, mais attendre, c'est consommer. Chaque jour dans le détroit mange les vivres, chaque jour augmente le risque de maladie, chaque jour donne aux hommes le temps de ruminer, et ruminer c'est dangereux. Il y a aussi la tentation de la violence gratuite, celle qui naît quand on se sent puissant et frustré. Dans ces régions, les rencontres avec les populations locales peuvent être tendues. Les Européens souvent ne comprennent pas les codes. Ils interprètent tout à travers la peur et l'intérêt.
Un geste peut être vu comme une menace. Une approche prudente peut être vue comme une ruse. Et la réaction, alors, est le canon ou l'arquebuse. Cavendish, comme beaucoup de capitaines de son temps, n'est pas un humaniste en excursion. Il est en guerre, et il se comporte comme un homme en guerre. La discipline qu'il impose à ses hommes peut se transformer en brutalité envers ceux qui ne font pas partie de son monde. Mais le détroit ne se laisse pas dominer par la brutalité. On peut fouetter un marin. On ne fouette pas le vent. On peut menacer un officier. On ne menace pas le courant. On peut tirer sur une rive. La brume, elle, reste. Et pourtant, malgré tout, Cavendish passe. Il trouve des mouillages. Il profite des accalmies. Il avance quand il faut avancer. Il recule quand il faut reculer. Il perd du temps, comme tout le monde en perd dans ce passage, mais il ne se brise pas. Il ne renonce pas. Il franchit cette cicatrice du monde. Ce moment-là, l'entrée dans le Pacifique est une bascule mentale. L'Atlantique, c'est la route connue, la route des Européens, la route des retours possibles. Le Pacifique, c'est l'autre côté. Un espace où l'Espagne se croit chez elle. Un espace où les ports, les routes, les convois, les habitudes appartiennent à l'ennemi. Un espace où un navire anglais est une anomalie, un scandale, une provocation. Et Cavendish, en entrant dans le Pacifique, cesse d'être seulement un navigateur audacieux. Il devient un chasseur. La côte du Chili et du Pérou, vue depuis la mer, est une longue ligne de montagnes et de brumes, parfois interrompue par des vallées, par des plages, des embouchures. Les Espagnols y ont des villes, des ports, des dépôts. Ils y ont aussi une routine. Les navires montent et descendent la côte, transportant des marchandises, des soldats, des nouvelles. Ils se croient relativement en sécurité, parce que l'idée même d'un Anglais dans ces eaux est encore, pour beaucoup, une idée absurde. C'est là que le timing de Cavendish devient une arme. Il arrive dans un espace où l'ennemi n'a pas encore ajusté ses réflexes. La guerre de course ici n'est pas une bataille rangée. C'est une série de coups. On apparaît, on frappe, on prend ce qu'on peut. On brûle parfois ce qu'on ne peut pas emporter pour priver l'ennemi. On interroge des prisonniers. On récupère des pilotes, des cartes, des lettres. On cherche les navires plus gros, les navires qui valent le risque. Mais avant les grands coups, il y a les petites morsures. Des prises côtières, des embarcations, des dépôts, des villages. Chaque raid est une opération logistique. Débarquer des hommes, garder les chaloupes, sécuriser une source d'eau, trouver de la nourriture, fraîche, revenir avant que l'alerte ne se propage. Parce que l'alerte dans l'Empire espagnol voyage vite. Un cavalier, un bateau, une cloche. Et soudain, le port suivant est prêt, les canons sont chargés, les milices rassemblées. Cavendish doit donc être rapide. Toujours. Rapide dans la décision, rapide dans l'exécution, rapide dans la fuite. Et cette rapidité, qui est sa force, commence aussi à dessiner son futur problème. Elle l'habitue à croire que la vitesse suffit, que l'audace suffit, que la chance, une fois apprivoisée, devient une compétence. Sur les ponts, les hommes sentent le changement. Ils ne sont plus dans la traversée. Ils sont dans la chasse. Les canons sont plus souvent prêts. Les arquebuses sont nettoyées. Les mèches sont gardées sèches. On surveille l'horizon avec une attention nouvelle. Un point noir peut être un trésor. Un point noir peut être la mort. La discipline dans ces moments devient plus dure encore, parce que le butin excite, parce que l'alcool, quand on en trouve, excite, parce que la violence, quand elle commence, excite, et un équipage excité est un équipage dangereux, pour l'ennemi comme pour lui-même. Cavendish doit empêcher ses hommes de se disperser, de se saouler, de se battre entre eux pour une part de prise avant même que la prise soit sécurisée. Il doit être le centre de gravité. Il doit être celui qui dit « pas maintenant ». Pas comme ça, pas au prix de tout perdre. Il y a aussi la question du partage. Dans la course, tout le monde veut sa part. Les officiers, les matelots, les investisseurs restés en Angleterre, les règles existent, mais elles sont toujours contestées. Parce que l'or rend les hommes juristes. Un capitaine qui est perçu comme injuste prépare sa propre mutinerie. Un capitaine qui est trop généreux prépare sa ruine. Cavendish, gentilhomme et entrepreneur, doit marcher sur cette corde raide. Les raids sur la côte pacifique sud-américaine ont aussi une dimension symbolique. Chaque port espagnol pillé est une humiliation. Chaque navire capturé est une preuve que l'Espagne n'est pas invulnérable. Et Cavendish le sait. Il sait que les récits compteront autant que les cargaisons. Il sait que, s'il revient, on parlera de lui dans les mêmes tavernes où l'on parlait de Drake. Il nourrit déjà dans sa tête le récit de son retour. Mais pour que ce récit existe, il faut survivre. Et survivre dans le Pacifique, c'est affronter un autre type de distance. L'Atlantique est large, mais il est fréquenté. Le Pacifique, surtout pour un Anglais de 1587, est un désert liquide. Les escales sont rares, les cartes sont pauvres, les vents sont capricieux.
Et la côte, si elle peut offrir du ravitaillement, peut aussi offrir des embuscades. Cavendish avance donc le long de cette côte comme un homme qui compte ses coups. Il cherche les proies qui valent la peine. Il cherche surtout le grand gibier, celui dont on parle à voix basse. Les navires chargés des richesses qui viennent d'Asie, ces cargaisons, qui traversent le Pacifique jusqu'au Mexique espagnol. Le commerce de Manille, cette artère qui relie les Philippines à la Nouvelle-Espagne, transporte des soies, des porcelaines, des épices, à des objets qui en Europe valent des fortunes. Intercepter un de ces navires, c'est frapper l'Espagne au cœur de son système mondial, mais pour l'instant Cavendish n'est pas encore à l'apogée. Il est dans la montée, dans l'apprentissage brutal du Pacifique, dans la transformation de son expédition en machine de prédation, et cette transformation se fait aussi dans les détails les plus concrets. Les voiles s'usent plus vite qu'on ne l'avait prévu. Les cordages se détendent, se rompent, se remplacent. Les coques prennent des coups, les hommes tombent malades. Les rations diminuent. On cherche des fruits, des herbes, n'importe quoi de frais. On abat des animaux quand on en a. On pêche, on vole, on échange. On fait ce que font tous les navires loin de chez eux. On devient opportuniste, parce que la mer ne récompense pas la pureté des intentions. Le détroit derrière reste dans les esprits comme une porte franchie. Mais il est aussi un rappel. Il faudra repasser quelque part, d'une manière ou d'une autre. Le monde est rond, oui, mais il est aussi cruel. On ne fait pas un tour du monde comme on fait un tour de jardin. Chaque mile parcouru est un mile qu'il faudra payer, en fatigue, en bois, en toile, en chair. Cavendish, à ce stade, est encore porté par l'élan. Il a réussi ce que beaucoup ratent, atteindre le Pacifique avec ses navires, avec une force suffisante pour attaquer. Il a prouvé qu'il pouvait commander, il a prouvé qu'il pouvait naviguer, il a prouvé qu'il pouvait imposer sa volonté à des hommes qui, sur un navire, peuvent devenir des juges impitoyables, mais il a aussi commencé à nourrir une faim de réussite rapide, une faim de coups spectaculaires. Et cette faim, dans le Pacifique espagnol, est une odeur que l'on suit comme un chien suit une piste. Le long de la côte, les villages espagnols apprennent à prononcer un nom anglais, les rumeurs courent. Un navire étranger, des hommes qui débarquent vite, des canons, des prises, des incendies parfois, des prisonniers emmenés, des lettres saisies. L'Empire, qui se croyait protégé par la distance, découvre que la distance peut être traversée, et Cavendish, lui, découvre autre chose, que la mer récompense parfois ceux qui osent au bon moment, que l'audace, quand elle est synchronisée avec l'impréparation de l'ennemi, peut ressembler à du génie. Il ne le dit pas ainsi. Il le ressent, il le porte dans sa manière de marcher sur le pont, dans sa manière de regarder l'horizon comme si l'horizon lui devait quelque chose. Le Pacifique s'ouvre devant lui, immense, indifférent. Les vents tournent, les courants tirent, les côtes défilent. Et quelque part plus au nord, sur une route que les Espagnols considèrent comme leur propriété naturelle, un grand navire chargé de richesses suit son calendrier, confiant, lourd, presque majestueux. Cavendish n'a pas encore mis la main dessus, pas encore. Mais tout, désormais, est orienté vers cette idée simple et dangereuse, trouver le bon navire, au bon endroit, au bon moment, et frapper. Le bon navire, au bon endroit, au bon moment. Dans le Pacifique espagnol, cela ressemble à une prière, mais c'est une prière qu'on récite avec des canons. À mesure que le Desire remonte vers le nord, la côte change de visage. Le Chili humide et froid, ses brumes et ses montagnes sombres, laissent place à des rivages plus secs, plus nus, où la terre paraît brûlée par un soleil sans pitié. La mer, elle, garde cette couleur d'acier, mais l'air devient plus clair, plus tranchant. Les nuits restent dures, les hommes dorment mal. On dort toujours mal en mer, mais là, c'est un mauvais sommeil de chasseur. On se réveille au moindre bruit, au moindre changement de vent, parce qu'on sait que la proie peut surgir à l'aube et qu'une aube ratée ne se rattrape pas. La chasse, pourtant, n'est pas une ligne droite. Elle se fait par indices, par rumeurs arrachées à des prisonniers, par lettres trouvées dans une sacoche, par un pilote espagnol qui, sous la menace ou par calcul, laisse échapper un détail, un navire attendu, une cargaison, une date. Les Espagnols ont un empire, donc ils ont des papiers, des registres, des ordres, des itinéraires, et ces papiers, quand ils tombent entre des mains anglaises, deviennent plus précieux que des pièces d'argent, parce qu'ils transforment l'océan en calendrier. Cavendish comprend très vite que le Pacifique n'est pas seulement une étendue d'eau, c'est un système de vent, de courants, de ports, de saisons et de routines humaines. Les galions ne naviguent pas au hasard. Ils obéissent à des fenêtres, ils attendent des convois, ils évitent certaines périodes, ils suivent des routes qui ont été apprises à coups de naufrage, et dans ce système, il y a une artère qui fait saliver tous les corsaires,
la route du Galion de Manille, ce grand navire qui traverse depuis les Philippines jusqu'à la Nouvelle-Espagne, chargé de marchandises asiatiques, et qui, arrivé près des côtes de Californie ou de Basse-Californie, descend vers Acapulco pour décharger. Ce commerce-là est une merveille et une provocation. Une merveille parce qu'il relie en une seule boucle l'Asie, l'Amérique et l'Europe. La soie et la porcelaine passent par le Mexique, puis par l'Atlantique, puis par l'Espagne, puis se répandent sur les marchés. Une provocation parce qu'il repose sur une certitude. Personne d'autre n'a le droit d'être là. Personne d'autre n'a les cartes. Personne d'autre n'a les ports. Personne d'autre n'a la patience de traverser. Et voilà qu'un gentilhomme anglais, avec 3 navires et une ambition trop grande pour sa taille, vient poser sa main sur cette certitude. Mais avant d'atteindre ce grand coup, il faut tenir les hommes, tenir les navires, tenir la discipline. Et la discipline dans une expédition de course est une chose paradoxale. On promet la richesse, donc on excite la cupidité. On promet la gloire, donc on excite l'orgueil. On promet la vengeance contre l'Espagne, donc on excite la violence. Et ensuite, il faut canaliser tout cela dans des manœuvres précises, dans des débarquements rapides, dans des tirs contrôlés. Un équipage qui se croit déjà riche devient imprudent, un équipage imprudent meurt. Sur le pont, les signes de fatigue s'accumulent comme des couches de sel. Les mains sont gonflées, fendillées, les visages sont creusés. Les gencives, chez certains, commencent à saigner. Le scorbut n'arrive pas comme un coup de tonnerre. Il s'installe comme une moisissure. D'abord une lassitude étrange, puis des douleurs dans les jambes, puis des plaies qui ne cicatrisent plus, et quand les gencives se mettent à gonfler, quand les dents se déchaussent, on comprend que le corps lui-même se défait, lentement, sans bruit comme un cordage qui pourrit dans l'humidité. Alors on cherche du frais. On cherche des citrons, des oranges, des herbes, n'importe quoi qui ressemble à une plante vivante. On descend à terre dès qu'on peut. On coupe du bois, on remplit des barriques d'eau, on chasse, on pêche, on vole si nécessaire. Et chaque fois qu'on descend, il faut se rappeler qu'on est dans un monde espagnol. Même un petit village peut avoir des hommes armés. Même une église peut servir de point de ralliement. Même une cloche peut déclencher une poursuite. Cavendish, lui, joue sur 2 tableaux. Il est corsaire, donc il frappe. Mais il est aussi navigateur, donc il calcule. Il sait que le grand navire qu'il cherche ne se trouvera pas au hasard. Il faut se placer sur sa route comme un piège. Il faut choisir un endroit où la proie, lourde, chargée, ne pourra pas facilement fuir. Il faut un passage, une côte, un cap, un point, où les vents obligent à ralentir, et il faut attendre. Attendre. Le mot est presque obscène pour un homme comme Cavendish. Attendre, c'est perdre du temps. Attendre, c'est laisser les vivres diminuer. Attendre, c'est laisser les hommes parler. Et quand les hommes parlent trop, ils parlent du partage. Ils parlent de l'injustice. Ils parlent de la peur. Ils parlent de rentrer. Ils parlent de mutinerie sans prononcer le mot. Pour tenir cette attente, Cavendish doit nourrir l'imaginaire. Il doit rappeler Drake. Il doit rappeler les promesses. Il doit faire sentir que chaque jour de patience est un investissement, et il doit aussi parfois donner un os à ronger, une petite prise, un raid, une action qui prouve que l'expédition n'est pas en train de pourrir dans l'inaction. C'est ainsi que la côte devient un terrain de coups de main. On surprend un petit navire. On capture des vivres. On prend des pilotes. On interroge. On relâche parfois pour que la rumeur se répande de manière contrôlée, ou au contraire on brûle pour que la peur se répande. La peur est une arme, mais elle a un revers. Plus on fait peur, plus l'ennemi se prépare. Et l'ennemi ici n'est pas seulement un soldat espagnol avec une arquebuse. L'ennemi, c'est un système d'alerte, des ports reliés par des messagers, des autorités locales qui savent que leur carrière dépend de leur capacité à ne pas se faire humilier, des capitaines qui, même s'ils n'ont jamais vu un Anglais, ont entendu parler de Drake comme d'un démon. Et quand on a entendu parler d'un démon, on charge les canons plus vite. Cavendish, pourtant, a un avantage. Il arrive dans une période où l'Espagne est déjà sous tension. La guerre avec l'Angleterre a commencé en moins 145, et même si le Pacifique est loin de l'Europe, les nouvelles finissent par arriver. Les ressources sont sollicitées ailleurs. Les priorités se déplacent. Et surtout, l'idée qu'un Anglais puisse surgir dans ces eaux reste pour beaucoup une hypothèse théorique. On se prépare toujours moins bien contre ce qu'on n'a jamais vu. Le Desire et ses compagnons remontent donc vers ces latitudes où l'on espère croiser le Galion. La mer devient plus froide. Les vents changent. Les courants aussi. On entre dans des zones où la brume peut tomber d'un coup, où l'horizon se ferme comme une porte. Les hommes scrutent. Les yeux brûlent. On a le regard sec, irrité par le sel et le soleil. On voit des choses qui n'existent pas. Une voile qui n'est qu'un nuage, un mât qui n'est qu'un rocher.
Et puis un jour, ce n'est plus une illusion, un grand navire apparaît, lourd, haut sur l'eau, une silhouette qui ne ressemble pas aux petites prises côtières. Un navire qui porte en lui une autre économie, une autre échelle. Le galion de Manille, le Santa Ana, est là, sur sa route, près des côtes de la Basse-Californie, en ce début de novembre 1587. Il vient de l'ouest, de l'immense traversée depuis l'Asie. Il est chargé, il est fatigué. Il est confiant aussi, parce que la confiance est une habitude quand on a traversé un océan entier sans rencontrer d'ennemis. Le Santa Ana n'est pas un petit coffre flottant, c'est une forteresse de bois conçue pour porter des marchandises et résister aux tempêtes. Mais il y a une ironie cruelle. Ces galions, souvent, ne sont pas armés comme des navires de guerre. Ils peuvent avoir des canons, oui, mais leur mission première est le transport. Et surtout, ils sont encombrés. Leur pont est chargé. Leur manœuvre est lente. Ils ne sont pas faits pour une poursuite nerveuse contre des navires plus légers. Cavendish, lui, a ce qu'il faut. La vitesse, l'agressivité et l'obsession. Il ne s'agit plus de harceler un port. Il s'agit de prendre un symbole, de prendre une artère, de prendre une cargaison qui, en Europe, fera tourner les têtes. L'approche est une affaire de nerfs. On se place au vent, on cherche l'angle, on prépare les canons, on prépare les grappins, on prépare les hommes qui monteront à l'abordage. On vérifie la poudre, on vérifie les mèches, on vérifie les seaux d'eau pour éteindre un début d'incendie, parce qu'un combat naval, c'est aussi cela. Le feu, toujours prêt à transformer un navire en bûcher. Le Santa Ana comprend trop tard. Il voit ses voiles étrangères, ses manœuvres agressives. Il tente de se défendre. Il tente de fuir. Mais fuir quand on est lourd et chargé, c'est comme courir avec des pierres dans les poches. Le combat dure des heures de fumée, de cris, de bois éclatés. Les canons crachent, et chaque détonation est un coup dans la poitrine. Les éclats de bois, ces éclats meurtriers, font autant de dégâts que les balles. Les hommes tombent. On glisse sur le sang. On entend des prières en espagnol, des jurons en anglais, des ordres hurlés qui se perdent dans le vent. Cavendish n'est pas un capitaine qui reste à l'arrière, invisible. Il sait que, dans un moment comme celui-là, sa présence est une arme. Il doit être vu, il doit être entendu. Il doit incarner la victoire avant même qu'elle soit acquise. Et il doit aussi, très concrètement, empêcher ses hommes de se transformer en pillards désorganisés avant que le navire ne soit pris. Parce que l'abordage, c'est le chaos, et le chaos, c'est la mort. Finalement, le Santa Ana cède. Il ne coule pas. Il se rend, et ce moment-là, ce moment où un grand galion espagnol, venu de l'autre côté du monde, baisse pavillon devant un Anglais, est un tremblement dans l'ordre des choses. Ce n'est pas seulement une prise, c'est une déclaration. Alors commence l'autre bataille, celle du butin. On imagine souvent le trésor comme des coffres d'or. La réalité est plus variée, plus commerciale, plus moderne presque. Il y a de l'argent, oui, des pièces, des lingots, mais il y a surtout des marchandises. Soieries, tissus précieux, porcelaine, épices, objets de luxe, choses fragiles et chères, choses qui sentent l'Asie et qui, à Londres, feront rêver. Il y a aussi des provisions, des outils, des armes, et il y a des documents, des lettres, des registres, des informations sur les routes, sur les ports, sur les dates. Le Santa Ana transporte un monde, et Cavendish veut en extraire ce qu'il peut emporter. Mais emporter, c'est choisir. Les cales du désir ne sont pas infinies. Chaque objet pris remplace un autre objet possible. Chaque tonne de soie remplace une tonne d'eau ou de biscuits. Chaque caisse de porcelaine fragile exige une attention, un emballage, une place stable. Et pendant qu'on charge, on est vulnérable. On est arrêté, on est visible. On est un navire anglais immobilisé dans des eaux espagnoles, avec une prise énorme qui crie sa présence. Il faut donc agir vite, et il faut aussi gérer les prisonniers. Que faire des Espagnols? Les tuer, les garder, les relâcher, les utiliser comme monnaie d'échange? Chaque option a un coût. Les garder, c'est consommer des vivres. Les tuer, c'est une brutalité qui peut se retourner contre vous, parce qu'un équipage qui s'habitue à tuer des prisonniers s'habitue à tuer tout court. Les relâcher, c'est laisser partir des témoins qui donneront l'alerte, mais l'alerte de toute façon partira. Elle part toujours. Cavendish choisit de dépouiller puis de relâcher une partie des hommes et de laisser le Santa Ana repartir, vidé de ce qui fait sa valeur. Le galion humilié continue sa route vers Acapulco, portant la nouvelle comme une maladie. Un Anglais a pris le galion de Manille. Un Anglais a osé. Un Anglais a réussi. Et sur le Desire, l'effet est immédiat. L'équipage qui a souffert, qui a douté, qui a tiré sur des ports pour des prises modestes, voit soudain la justification de tout. Les hommes touchent la soie. Ils voient l'argent. Ils sentent l'odeur des épices. Ils comprennent que ce voyage n'est pas une folie romantique. C'est une entreprise qui paye.
Et quand une entreprise paie, la loyauté se renforce, pour un temps. Car le butin est aussi un poison. Il rend impatient, il rend nerveux, il rend jaloux, il fait naître des soupçons. Qui cache quoi? Qui a pris plus que sa part? Qui a volé dans la confusion? Les officiers doivent surveiller, les coffres doivent être scellés, les parts doivent être notées. On devient comptable au milieu de l'océan. Cavendish, dans cette euphorie, doit déjà penser à la suite. Parce que prendre le Santa Ana, c'est un sommet, mais c'est aussi un point de non-retour. On ne peut pas rester dans le Pacifique espagnol après un coup pareil comme si de rien n'était. On a frappé trop fort. On a attiré trop d'attention. Les ports vont se fermer. Les navires vont se regrouper. Les patrouilles vont se multiplier. Et surtout, l'expédition a maintenant quelque chose à perdre. C'est là que la circumnavigation cesse d'être une simple chasse et devient une fuite intelligente. Il faut sortir du théâtre espagnol, il faut traverser vers l'ouest, vers les îles, vers l'Asie, vers ces points où l'on peut se ravitailler, réparer et surtout se replacer sur une route de retour qui évite le piège du détroit de Magellan. Parce que repasser par le détroit, après avoir humilié l'Espagne, serait comme repasser par la porte d'entrée d'une maison qu'on vient de cambrioler en espérant que personne n'aura eu le temps de se réveiller. Alors Cavendish met le cap vers l'ouest, vers l'immensité. Et l'immensité, cette fois, n'a plus la saveur de la découverte. Elle a la saveur de la logistique. Traverser le Pacifique, ce n'est pas seulement tenir un cap, c'est gérer l'eau. L'eau est la vraie monnaie en mer. Sans eau, on meurt vite. On rationne, on surveille les barriques, on les protège de la chaleur, on évite qu'elles ne se gâtent. On sait que l'eau peut devenir verte, puante, pleine de vie microscopique, et qu'on la boira quand même, parce que la soif est plus forte que le dégoût. On gère aussi la nourriture, le biscuit, toujours. La viande salée quand il en reste. Le poisson quand on en attrape. Et parfois des choses qu'on n'aurait jamais imaginé manger à terre. Des rats, des morceaux de cuir bouilli, des restes de tout. La mer apprend à l'homme à redéfinir le mot comestible. Le gréement souffre, les voiles se déchirent, on les rapièce avec ce qu'on peut. On coude, on renforce. Les charpentiers de bord, ces artisans essentiels, travaillent dans des conditions absurdes, sur un pont qui bouge, avec des outils qui glissent, avec du bois humide, avec des clous qu'on compte. Ils calfatent, ils bouchent les fuites, ils remplacent des pièces. Un navire en voyage long est un organisme qu'on maintient en vie par des opérations constantes, et il y a la navigation. On n'a pas de longitude précise, on estime. On calcule avec le soleil, avec les étoiles, avec des instruments qui donnent des approximations. On tient un journal de bord. On note les vents, les courants, les distances supposées. On sait qu'on peut se tromper. On sait qu'une erreur de quelques degrés sur des semaines devient une catastrophe. On cherche des îles comme on cherche des miracles. Quand enfin la Terre apparaît, ce n'est pas un simple soulagement. C'est une explosion de sensations. L'odeur de la végétation, la couleur du sable, le bruit des oiseaux, et aussi la peur. La Terre peut être hostile, la Terre peut être occupée, la Terre peut être un piège. Mais la Terre, surtout, offre ce que la mer refuse, du frais, de l'eau qui coule, des fruits, des racines, des animaux. Dans ces escales du Pacifique occidental, Cavendish et ses hommes entrent dans un autre monde de rivalité européenne. Les Portugais installés en Asie ont leur propre réseau, leur propre port, leur propre haine. L'Espagne et le Portugal sont alors liés par la couronne. Mais sur le terrain, les intérêts se mêlent, les loyautés se compliquent. Un Anglais ici est un intrus dangereux, mais aussi parfois un partenaire temporaire, selon les circonstances. On négocie, on menace, on échange, on vole. On fait ce que font les hommes armés loin de chez eux, et pendant ce temps, le butin du Santa Ana est là, dans les cales, comme une présence. Il faut le protéger de l'humidité, il faut le protéger des hommes, il faut le protéger des accidents. Une tempête peut ruiner des soieries, une fuite peut briser des porcelaines, un incendie peut tout effacer en une heure. La richesse en mer est fragile, elle n'a pas la solidité des pièces d'or dans un coffre de pierre, elle est suspendue à des planches, à des cordages, à des mains humaines. Puis vient le choix du retour. Pour boucler le tour du monde, il faut quitter le Pacifique, passer dans l'océan Indien, contourner l'Afrique, remonter l'Atlantique. C'est une route longue, mais elle évite le détroit. Elle évite aussi en partie les zones où l'Espagne peut concentrer sa vengeance immédiate, mais elle n'est pas sûre, rien ne l'est. Le Cap de Bonne-Espérance a sa réputation, vent violent, courant contraire, tempêtes qui surgissent comme des bêtes. Les marins le connaissent comme un endroit où la mer semble vouloir vous arracher ce que vous avez gagné. La traversée de l'océan Indien, elle, est une autre école. Les vents de mousson, les saisons, les calmes, les coups de vent.
On apprend à lire un ciel différent, on apprend à sentir l'air, on apprend à craindre des tempêtes qui ne ressemblent pas à celles de l'Atlantique. Et toujours, la maladie rôde, la dysenterie revient, les fièvres, les infections. Un simple coupure peut devenir une gangrène, un homme peut mourir d'une dent pourrie. La mer ne tue pas seulement par naufrage, elle tue par usure. Cavendish, pourtant, avance avec une énergie qui semble inépuisable. Il a réussi le coup que beaucoup rêvaient de faire. Il a humilié l'Espagne sur sa route la plus lointaine. Il a prouvé qu'un Anglais pouvait faire le tour du monde non pas par accident, non pas en survivant à une catastrophe, mais en le voulant, en le planifiant, en le finançant, en le transformant en entreprise de guerre et de profit. Et cette réussite nourrit son personnage public avant même qu'il ne rentre. Car un capitaine comme Cavendish ne vit pas seulement pour l'argent, il vit pour le récit. Il vit pour la manière dont on prononcera son nom dans les tavernes, dans les salons, à la cour. Il vit pour cette transformation magique, partir comme un gentilhomme dépensier, revenir comme un homme dont on parle. Le retour par le cap de Bonne-Espérance est une épreuve finale, le froid revient, les vents hurlent, les vagues frappent comme des murs. Les navires gémissent, on pompe encore. On jette parfois des choses par-dessus bord pour alléger. On sacrifie du matériel, on sacrifie du confort. On sacrifie tout ce qui n'est pas la survie et le butin essentiel. Et puis, lentement, l'Atlantique redevient familier, pas docile, jamais docile, mais familier. Les routes sont connues, les escales possibles existent, les cartes sont moins mensongères. On sent qu'on se rapproche du monde où les nouvelles circulent, où les ports ont des noms qu'on connaît, où l'on peut imaginer une lettre, une maison, une rue. Quand Cavendish arrive enfin en Angleterre, le 9 septembre 1588, le calendrier a une ironie mordante. 1588, c'est l'année de l'Armada espagnole, cette grande tentative d'invasion qui a mobilisé l'Angleterre entière, qui a fait trembler les côtes, qui a rempli les églises de prière et les ports de navires. L'Angleterre est en état de guerre totale, dans l'esprit comme dans les faits. Et voilà qu'un homme revient non seulement vivant, mais riche, et avec une histoire qui ressemble à une revanche cosmique, pendant que l'Espagne envoyait sa flotte vers la Manche, un Anglais a frappé l'Espagne à l'autre bout du monde. Le contraste est parfait, trop parfait. Et c'est précisément ce qui fait de Cavendish une figure publique. On le reçoit, on l'écoute, on le regarde, on regarde aussi ce qu'il rapporte. Des objets exotiques, des marchandises qui semblent venir d'un conte. La soie, la porcelaine, les épices, ces choses qui, dans l'Angleterre élisabéthaine, ne sont pas seulement des produits, ce sont des signes que le monde est plus grand que les champs et les paroisses. Des signes que l'Angleterre peut, elle aussi, toucher les routes globales. Des signes que l'Espagne n'est pas la seule à pouvoir transformer l'océan en empire. Cavendish devient pour un moment l'homme qui a fait ce que Drake a fait, mais plus vite, plus proprement, avec un coup spectaculaire au milieu. Le troisième homme à accomplir volontairement une circumnavigation. Troisième, oui, mais dans une époque où le troisième compte presque autant que le premier, parce que le premier ouvre la porte, et le troisième prouve que la porte n'est pas un miracle unique, qu'on peut la franchir à nouveau, qu'on peut en faire une méthode. Et pourtant, derrière la célébration, il y a des réalités plus rugueuses. Le butin doit être partagé. Les investisseurs veulent leur part. Les marins veulent leur part. Les dettes doivent être payées. Les promesses doivent être honorées. Et la gloire, elle, a une manière de créer des attentes impossibles. Quand on a fait le tour du monde une fois, on vous demande pourquoi vous ne le referiez pas. Quand vous avez pris un galion, on vous demande pourquoi vous n'en prendriez pas deux. Quand vous avez humilié l'Espagne, on vous demande pourquoi vous ne l'achèveriez pas. Cavendish, dans cette Angleterre qui se redéfinit face à l'Espagne, est à la fois un héros et un outil politique, un outil de propagande, un outil économique. On peut montrer son succès comme une preuve que la mer appartient à ceux qui osent. On peut aussi, plus cyniquement, y voir un modèle, financer des expéditions privées qui frappent l'ennemi et rapportent de l'argent. La guerre de course devient une industrie, et Cavendish, lui, est pris dans ce mécanisme. Il a goûté à la réussite rapide, il a goûté à l'argent qui arrive en une seule prise, il a goûté à la manière dont un récit peut transformer un homme en personnage, et il a aussi probablement goûté à quelque chose de plus dangereux. L'idée que la mer, cette fois, l'a choisi. C'est là que le détroit revient, même quand on n'y est plus. Le détroit comme symbole, comme frontière, comme test. Cavendish l'a franchi une fois, il l'a laissé derrière lui, il a bouclé le monde sans y revenir. Et dans les tavernes, dans les salons, dans les conversations, ce passage devient une simple étape de son histoire, presque un décor. On oublie la brume, le froid, les mouillages incertains, les hommes qui tirent des cordages depuis la rive. On retient le galion.
On retient la soie. On retient l'argent. La mémoire publique est une mère, elle aussi. Elle efface les détails qui dérangent. Elle garde les silhouettes qui brillent. Cavendish, pendant ce temps, vit dans un pays qui change. La guerre contre l'Espagne a durci les esprits. Les ports sont pleins de rumeurs. Les chantiers navals travaillent. Les marchands rêvent de routes nouvelles. Les gentilshommes rêvent de coups d'éclat. Et l'État, sans toujours le dire, encourage cette énergie parce qu'elle sert la puissance anglaise sans coûter autant qu'une flotte royale permanente. Dans ce climat, un homme comme Cavendish ne peut pas rester immobile. L'immobilité serait une chute. On ne pardonne pas à un héros de redevenir un simple propriétaire terrien. On ne pardonne pas à un corsaire de devenir un homme prudent. La prudence après la gloire ressemble à une trahison. Alors le succès de -548 n'est pas une fin, c'est une pression. Une pression qui s'accumule, qui pousse vers un second pari. Et ce second pari, on le sent déjà dans les fissures du premier triomphe, dans l'impatience qui a servi de moteur, dans l'orgueil qui a été récompensé, dans la croyance que le timing et l'audace peuvent remplacer la marge de sécurité. Le Santa Ana, pris au large de la Basse-Californie, est un trophée immense, mais c'est aussi une leçon ambiguë. Il enseigne que l'Espagne peut être surprise. Il enseigne que la distance n'est pas une protection. Il enseigne que 3 navires peuvent faire trembler un empire. Et il enseigne plus sournoisement que la chance, quand elle sourit, ressemble à une stratégie. Cavendish rentre donc avec un butin considérable et une réputation qui le précède. Il a fait le tour du monde, oui. Mais surtout, il a montré une manière anglaise de faire le tour du monde. Non pas en mission d'exploration pure, non pas d'enquête scientifique, mais comme un raid global, une guerre mobile, une entreprise privée qui mord là où l'ennemi se croit intouchable. Et dans cette Angleterre de la fin des années 1580, cette manière-là est irrésistible. On parle de lui comme d'un nouveau Drake, on le compare, on le mesure, on le place dans une lignée, et lui, qui a toujours voulu la gloire rapide, se retrouve prisonnier de cette comparaison. Drake est vivant, Drake est une légende en activité, et Cavendish, pour exister à côté, doit faire plus, ou refaire, ou frapper plus fort. Le triomphe, parfois, est une tempête douce. Elle vous porte, elle vous grise, et elle vous pousse vers des eaux où vous n'auriez jamais osé aller si vous aviez gardé la mémoire exacte du froid, de la faim, des gencives qui saignent, des cordages qui cassent, des hommes qui regardent leur capitaine avec des yeux où l'admiration peut se transformer en haine. Le détroit, lui, attend toujours. Il attend dans les cartes incomplètes, dans les récits, dans les cauchemars des marins. Il attend comme une bouche étroite entre 2 océans, une bouche qui a laissé passer Cavendish une fois et qui, sans prévenir, peut décider de ne plus laisser passer personne. Pour l'instant, pourtant, l'Angleterre ne voit que l'horizon ouvert, elle voit l'or espagnol qui circule, elle voit les routes qui peuvent être violées, elle voit un jeune gentilhomme revenu vivant d'un cercle complet autour du monde, et elle se dit que ce cercle peut être tracé à nouveau, plus vite, plus richement, plus audacieusement. Et Cavendish, au milieu de cette admiration, entend déjà le bruit des voiles, pas celle du passé, celle d'une seconde expédition, celle d'un second départ. Parce qu'après avoir touché le sommet, il y a une chose plus difficile que d'y monter, c'est d'accepter d'en redescendre. En 1589, l'Angleterre a encore dans la bouche le goût de 1588, pas seulement la fumée des canons contre l'Armada, pas seulement les prières et les processions, mais ce sentiment nouveau, presque insolent que l'Espagne peut être frappée partout, sur la Manche, oui, mais aussi au bout du monde. Et dans ce climat, un homme qui a ramené de la soie, de la porcelaine, des épices, des pièces d'argent, et un récit qui tient debout, comme un mât en pleine tempête, ne peut pas simplement se taire. Thomas Cavendish n'est pas de ceux qui savent vivre longtemps dans l'ombre. Il a 28 ans quand il revient et il a déjà connu ce que beaucoup ne connaissent jamais, la sensation d'entrer dans un port et de sentir que les regards se tournent, que les conversations s'arrêtent, que votre nom circule avant vous. Il a aussi connu l'autre sensation, plus intime, plus dangereuse, celle d'avoir été obéi au milieu de l'océan, d'avoir tenu des hommes, par la promesse et par la peur, d'avoir fait plier un galion espagnol. On s'habitue vite à ce genre de pouvoir, on s'y attache comme à une lame. Mais la gloire en Angleterre n'est pas un salaire fixe, elle se dépense, elle s'use, elle exige qu'on la nourrisse. Et Cavendish, gentilhomme dépensier, habitué aux apparences, aux vêtements, aux chevaux, aux tables bien garnies, n'a pas seulement besoin d'être admiré, il a besoin de continuer à être celui qui rapporte, celui qui ose, celui qui revient avec des preuves matérielles, pas seulement des mots. Le monde maritime élisabétain est un monde de contrats et de paris. On parle de voyage comme on parle d'investissement,
On met de l'argent dans une coque, dans des voiles, dans des barriques, dans des hommes, et on espère que l'océan rendra plus qu'il ne prend. Les marchands veulent des profits. Les courtisans veulent des coups d'éclat. La couronne veut affaiblir l'Espagne sans payer le prix d'une guerre totale permanente. Et les capitaines, eux, veulent tout à la fois. L'argent, la réputation, la place dans l'histoire. Cavendish a déjà prouvé qu'il pouvait boucler le cercle, alors on lui demande de le refaire. Et lui, au fond, se le demande aussi, parce qu'un premier tour du monde peut être raconté comme une aventure. Un second, s'il réussit, devient une méthode, une signature, une domination. Il y a aussi dans ces années-là une autre tentation, celle de faire mieux que Drake. Drake a ouvert la voie, Drake a frappé l'Espagne, Drake a été adoubé par la reine. Drake est un monument vivant. Cavendish, lui, est plus jeune, plus nerveux, plus pressé. Il a l'impression que le temps est un adversaire, que la fenêtre se referme, que l'Espagne apprend, que les routes se fortifient, que les ports se méfient, et que s'il attend, il ne sera plus l'homme qui surprend, mais l'homme qu'on attend. Alors il repart, 1591, une nouvelle expédition se prépare, plus ambitieuse, plus lourde de promesses, et paradoxalement plus fragile, parce que la première fois on partait avec l'audace et l'inconnu, la seconde fois on part avec la comparaison, on part avec des investisseurs qui veulent des chiffres, on part avec des marins qui ont entendu les histoires et qui s'imaginent déjà riches avant d'avoir vu l'Atlantique, on part avec des officiers qui ont leur propre réputation, leurs propres ambitions, et qui ne sont pas tous prêts à se laisser écraser par l'orgueil d'un seul homme, parmi eux John Davis, un navigateur d'une autre trempe. Davis, c'est l'homme des latitudes froides, des tentatives vers le nord-ouest, des calculs, des observations, de la patience, un marin qui pense en termes de route, de vent, de marge, pas seulement en termes de prise. Mettre Davis et Cavendish dans la même entreprise, c'est comme atteler deux chevaux qui ne tirent pas au même rythme. L'un veut galoper, l'autre veut tenir la distance. Les navires quittent l'Angleterre avec ce mélange d'excitation et de superstition qui accompagne toujours un départ. Les quais sentent le goudron, le chanvre, la bière renversée, les cordages grincent, les barriques roulent, les hommes crient des ordres, des adieux, des insultes. On embarque des biscuits durs comme des planches, de la viande salée, des pois secs, des tonneaux d'eau qui déjà portent en eux la promesse de la pourriture. On embarque des armes, de la poudre, des mèches. On embarque aussi des papiers, commissions, lettres, accords. La guerre de course, même quand elle se veut aventure, est une affaire de signature. Et puis l'Angleterre disparaît derrière une ligne grise. La mer reprend ses droits. Le monde se réduit à du bois, du tissu, du fer et à la discipline. La discipline, justement. Cavendish a appris, lors du premier voyage, qu'un équipage peut être tenu par la perspective du butin. Mais il a aussi appris que cette perspective est un feu qui brûle vite. Si le feu n'est pas alimenté, il se transforme en fumée. Et la fumée, c'est la rumeur. La rumeur, c'est la contestation. La contestation en mer, c'est la mutinerie qui ne dit pas son nom. Dès les premières semaines, les tensions apparaissent, pas forcément en grande scène, pas forcément en cris sur le pont, plutôt dans les détails, dans la manière dont un ordre est exécuté avec lenteur, dans un regard qui ne se baisse pas, dans un murmure près des barriques, dans un quartier-maître qui compte les rations et qui sait que si la route s'allonge, les hommes commenceront à voler. On vole toujours, en mer. On vole du biscuit, on vole du rhum, on vole du tabac, on vole du temps de sommeil, et quand on vole, c'est que la confiance s'effrite. Cavendish lui répond comme il sait répondre, par la dureté. Il a le tempérament de ceux qui confondent parfois autorité et colère. Il peut être charismatique, oui, mais son charisme est tranchant. Il exige, il humilie, il punit. Et tant que la chance accompagne, tant que les prises arrivent, tant que la route semble mener vers l'or, cette dureté peut passer pour de la force. Mais quand la mer se met à résister, la même dureté devient un poison. L'Atlantique Sud n'est pas un couloir, c'est une machine. Une machine à user les hommes et les navires. Les vents changent, les courants tirent, les calmes plats immobilisent, puis les grains frappent. Les voiles claquent, les mâts gémissent. On répare sans cesse, on pompe, on calfeutre. On remplace des cordages, on coupe du bois pour des pièces de fortune. Le navire est un corps, et chaque jour on lui fait une saignée pour qu'il survive. Et il y a la nourriture, toujours la nourriture. Le biscuit se couvre de charançon, on le casse, on le secoue, on le mange quand même. La viande salée devient une masse fibreuse, trop salée, qui donne soif. L'eau dans les barriques prend une odeur de vase. On boit en fermant les yeux. Les hommes commencent à avoir cette peau terne, ce regard un peu vide, cette irritabilité qui vient quand le corps manque de tout. Le scorbut n'a pas besoin d'entrer en fanfare. Il s'installe dans les gencives,
dans les articulations, dans la fatigue. La dysenterie, elle, arrive comme un voleur. Un jour, un homme se plaint, le lendemain, ils sont 10. Et bientôt, le pont sent la maladie malgré le sel et le vent. On descend à terre quand on peut. On cherche du frais, on cherche des agrumes, des herbes, des oiseaux, des poissons. Mais chaque descente est un risque. On est loin, on est vulnérable. On est dans un monde où l'Espagne a des yeux et des oreilles, et surtout, on perd du temps. Le temps, c'est la vraie monnaie du détroit. Le détroit de Magellan n'est pas seulement un passage sur une carte. C'est une saison, une fenêtre. Un moment où les vents, la lumière, la température, la violence des tempêtes rendent le passage possible ou suicidaire. On peut avoir le meilleur navire, les meilleurs hommes, les meilleures intentions. Si on arrive trop tard, le détroit vous renvoie, comme une porte qui claque. Cavendish le sait. Il l'a franchi une fois. Il a vu la brume, les montagnes noires, les mouillages incertains, les courants qui vous prennent par surprise. Il a vu des hommes tirer des amarres depuis la rive, les pieds dans la boue glacée, pendant que le navire lutte contre un vent contraire. Il a vu ce que c'est que d'avancer de quelques milles en une journée et de se sentir pourtant comme si on avait traversé un continent, mais savoir n'empêche pas de se tromper. Et cette seconde expédition, plus lourde, plus lente, plus encombrée de tensions, arrive au sud avec une marge qui fond. Le froid revient, un froid humide qui s'infiltre dans les vêtements, dans les couvertures, dans les os. Le ciel est bas, la lumière est grise, les hommes ont les mains crevassées, les ongles noirs de goudron et de saleté. Les cordages sont raides, les voiles, mouillés, pèsent comme des pierres. On respire un air qui coupe la gorge. Et devant, il y a cette bouche étroite entre deux océans, ce labyrinthe de canaux, d'îles, de baies, où l'on peut se perdre, s'échouer, ou simplement être immobilisé pendant des jours. Le détroit ne se traverse pas. Il se négocie, il se marchande avec le vent, et le vent, cette fois, n'est pas d'humeur à négocier. Les tempêtes frappent. Pas une tempête romantique, pas une tempête de tableau, mais une violence répétée, obstinée, qui casse les rythmes. On tente d'entrer, on est repoussé, on cherche un mouillage, on le perd. On jette l'ancre, elle chasse. On entend la chaîne gronder, on sent le navire dériver malgré tout. On passe des nuits entières à pomper, à prier, à jurer, à tenir des cordages qui brûlent les mains. Les hommes dorment par tranches, habillés, trempés, parce qu'on peut être appelé sur le pont à n'importe quel moment. Dans ces conditions, la discipline devient une question de survie immédiate. Mais c'est aussi là que la discipline se fissure le plus vite, parce que la fatigue rend tout personnel. Un ordre n'est plus un ordre, c'est une offense. Une punition n'est plus une punition, c'est une injustice. Et Cavendish, au lieu de calmer, attise. Il veut forcer le passage. Il veut que la mer obéisse comme un équipage. Il veut que le détroit se comporte comme une route commerciale. Il veut que la géographie respecte son calendrier. La mer ne respecte rien. Les relations avec John Davis se dégradent. Davis, navigateur prudent, voit la réalité. Les navires souffrent, les hommes tombent malades, les vivres diminuent, le gréement se déchire. Il faut parfois reculer pour ne pas mourir. Cavendish, lui, entend dans cette prudence une contestation, une menace à son autorité, une humiliation. Et plus il se sent contesté, plus il devient dur. Plus il devient dur, plus il perd l'adhésion. C'est un cercle, et il se resserre comme un nœud. Les hommes commencent à parler ouvertement, pas forcément de mutinerie, mais de bon sens, de retour, de ce qu'on doit à nos familles, de ce que Drake aurait fait. Et cette dernière phrase est la plus cruelle, parce qu'elle compare. Elle met Cavendish face à son fantôme préféré, Drake, toujours Drake. Drake comme étalon, Drake comme excuse, Drake comme couteau. Dans le détroit, on ne peut pas se permettre une guerre d'ego. Chaque manœuvre exige une coordination. Chaque changement de voile exige des bras. Chaque mouillage exige de la confiance. Si un homme hésite, si un homme traîne, si un homme décide de laisser faire les autres, le navire peut se briser sur une roche invisible. Et quand un navire se brise, il n'y a pas de tribunal, pas de seconde chance. Il y a l'eau glacée, il y a la noyade, il y a le silence. La seconde expédition commence à se désagréger comme un tissu trop tendu. Les navires se séparent. Les communications deviennent difficiles. Les décisions se contredisent. On perd du matériel, on perd du temps. On perd des hommes, pas seulement par la mer, mais par la maladie, par l'épuisement, par cette lassitude qui fait qu'un marin, un matin, ne se lève plus. Et puis vient le moment où l'échec n'est plus une possibilité, mais une évidence. Le détroit refuse, les tempêtes continuent, les vivres ne suivent plus, les hommes ne suivent plus. Cavendish, qui avait rêvé d'un second tour du monde comme d'une répétition triomphale, se retrouve face à une réalité brutale. Il n'a pas seulement perdu la bataille contre le vent,
Il a perdu la bataille pour l'obéissance. Dans ce genre de situation, un capitaine peut parfois sauver son autorité en sauvant ses hommes, en reconnaissant la limite, en ordonnant le retour avant que le retour ne devienne une fuite. Mais Cavendish n'est pas fait de cette matière-là. Il a construit son personnage sur l'audace, sur la vitesse, sur l'idée qu'il suffit de vouloir revenir sans avoir franchi le détroit, c'est revenir sans récit, c'est revenir avec une défaite. Et une défaite pour lui n'est pas un événement, c'est une atteinte à l'identité. Alors le retour commence dans la confusion morale. On met le cap vers l'Atlantique, mais ce n'est pas un retour ordonné, c'est un repli. Les navires sont abîmés, les hommes sont maigres, les malades sont nombreux. Les officiers se regardent avec méfiance, les décisions se prennent dans l'urgence, parfois dans la colère, et la colère en mer est un luxe qu'on ne peut pas se payer. La rupture avec Davis devient irréparable. Davis finira par rentrer séparément, poursuivant sa propre survie et celle de ses hommes. Ce n'est pas seulement une séparation de navires, c'est une séparation de vision. Davis représente la navigation comme science et endurance. Cavendish, dans cette seconde expédition, se révèle surtout comme un homme qui a besoin que le monde confirme sa légende. Et le monde, cette fois, ne confirme rien. L'Atlantique, sur la route du retour, n'est pas plus clément parce qu'on est vaincu, il est indifférent. Il offre des jours de calme où les voiles pendent comme des draps mouillés, où le soleil tape, où l'eau croupit, où les hommes deviennent irritables et faibles, puis il offre des coups de vent qui arrachent des toiles, qui cassent des vergues, qui obligent à travailler jusqu'à l'épuisement. Les réparations se font avec des matériaux de plus en plus rares. On coupe dans les réserves, on improvise, on sacrifie, et Cavendish, au milieu de tout cela, se défait. Il y a une image qu'on aime des capitaines, debout, solide, regard fixe, maître de lui. La réalité souvent est plus humaine et plus sombre. Un capitaine peut être rongé par la fièvre, par la fatigue, par la honte, par la peur de rentrer et d'être jugé, par la conscience que ces hommes ne l'aiment plus, qu'ils le suivent parce qu'ils n'ont pas le choix, pas parce qu'ils y croient. Cavendish a connu l'ivresse d'être suivi vers l'or, il connaît maintenant l'amertume d'être suivi vers la survie. Les journaux de bord, quand ils existent, parlent de vent, de cap, de distance, mais derrière ces chiffres, il y a des scènes qu'on devine, des hommes qui se disputent une ration, des regards vers les coffres, des accusations de favoritisme, des punitions qui tombent trop vite, des coups peut-être, des menaces. La mer transforme les relations en mécanique, elle enlève les politesses, elle laisse le nerf. Et puis il y a le corps de Cavendish lui-même. Un homme de 31 ans, mais qui a déjà vécu comme si chaque année comptait double. Les voyages, les excès, la tension permanente, les nuits sans sommeil, l'humidité, le froid, la chaleur, les maladies qui circulent sur un navire comme des rumeurs. On peut mourir de 1000 façons en mer sans qu'un boulet ne vous touche. On peut mourir d'une fièvre, d'une infection, d'un épuisement qui fait que le cœur simplement n'a plus envie. Le 20 mai 1192, Cavendish meurt en mer, pas dans un combat glorieux, pas au moment d'une prise, pas au sommet d'un récit. Il meurt sur la route du retour après l'échec devant le détroit de Magellan, alors que l'expédition s'est déjà disloquée, alors que l'homme qui avait bouclé le monde en héros et en prédateur n'a plus que l'Atlantique pour témoin. La mer, cette fois, ne lui rend rien. Ce qui reste, ce sont des navires qui rentrent comme ils peuvent, des hommes qui racontent, chacun à sa manière, ce qui s'est passé, des versions qui s'opposent, des accusations, des justifications. Et cette impression, pour ceux qui écoutent à Londres, qu'il y a eu deux Cavendish, celui qui a pris le Santa Ana et celui qui s'est brisé contre le même élément qui avait fait sa grandeur, parce que le détroit, au fond, n'est pas seulement un passage géographique, c'est un juge sans visage, sans voix, sans pitié. Il laisse passer quand il veut. Il refuse quand il veut. Il ne se soucie ni des titres, ni des promesses, ni des comparaisons avec Drake. Il ne se soucie pas de la réputation d'un gentilhomme. Il se soucie du vent, du courant, de la saison, de la solidité du bois, de la cohésion des hommes. La première fois, Cavendish a eu le bon navire, au bon endroit, au bon moment. Il a eu l'audace et il a eu la chance. La seconde fois, il a eu l'audace encore, mais la chance n'est pas un contrat qu'on renouvelle. Et quand elle ne vient pas, tout ce qui était force devient faiblesse. L'impatience devient précipitation, la dureté devient cruauté, la confiance devient aveuglement. Dans les tavernes, on continuera longtemps à parler du galion espagnol pris au large de la Basse-Californie, des soieries, des porcelaines, à de l'humiliation infligée à l'empire le plus riche du monde. On parlera moins volontiers de ce retour sans triomphe, de ces hommes qui ne croyaient plus, de cette expédition qui se défait comme une voile déchirée et d'un capitaine qui meurt loin de tout, sans terre à l'horizon. Mais la mer, elle, garde les deux histoires, et elle les mélange comme elle mélange le sel dans l'eau.
On ne peut plus les séparer. Cavendish restera le troisième homme à avoir fait le tour du monde volontairement. Oui, et il restera aussi l'exemple brutal d'une vérité que les marins connaissent mieux que les courtisans. On peut dominer un instant, on ne domine jamais longtemps. Pas l'océan, pas le temps, pas le détroit.